bonjour à tous. Merci d'être venus à cette conférence. Nous allons démarrer cette intervention qui va tourner effectivement autour d'un rétex suite à une crise cyber et des préparations phase avant à ces rétex. Alors sans vouloir défoncer de porte ouverte, je pense que tout ce temps que nous sommes dans cette salle, nous avons tous conscience, en tous les cas, de l'explosion des crises cyber que nous avons pu voir ces derniers temps. Niveau de crise cyber qui, au demeurant, reste à un niveau relativement élevé actuellement. Chez Orange Cyberdéfense, on accompagne régulièrement des entreprises, des organisations pour faire face à ces crises cyber. Et aujourd'hui, on constate qu'on est globalement sur 1 à 2 crises par semaine en moyenne, des crises qui peuvent être relativement simples à des crises où l'on constate la destruction, si on peut dire, partielle ou totale du système d'information. Alors quelles sont les conséquences pour ces entreprises ? Comment une entreprise peut faire face, comment une organisation peut se préparer à ce type d'attaque cyber, et surtout, comment peut-elle capitaliser sur cette attaque, comment doit-elle mener son rétex, de façon à ce que, finalement, demain ne soit pas comme aujourd'hui. Alors, pour répondre à ces questions, nous avons parmi nous Sacha Illich, le directeur des systèmes d'information des laboratoires Pierre Fabre, qui nous fera part de la crise cyber, de l'attaque cyber qu'ils ont vécue. Nous avons également David Bigot, d'Orange Cyberdéfense, responsable de la remédiation, qui fera un focus particulier sur les crises sur lesquelles il intervient, les points saillants de ces crises. Et puis on ne parle pas de crise sans parler de l'avant la crise, voir un peu comment on se prépare à ces crises. Et pour cela, nous avons également Dominique Vaudoisé, tout au bout de la table, consultant principal chez Orange Cyberdéfense, qui nous parlera justement de l'avant, en faisant un focus particulier sur les plans de défense, les plans de gestion de crise, et voir comment tout cela se met en place de façon à se préparer autant que faire se peut à faire face à une crise cyber. Alors avant de vous poser ma première question, Sacha, pourriez-vous nous parler de Pierre Fabre, des laboratoires Pierre Fabre ? Bonjour, bien évidemment, et puis je pense que c'est très important, parce que chaque entreprise a son propre environnement et son organisation et son histoire. Alors l'histoire de Pierre Fabre, c'est la création par son créateur éponyme dans les années 60. Donc la création d'une entreprise pharmaceutique à Castres, donc dans le Tarn. Monsieur Pierre Fabre a légué son entreprise à une fondation d'utilité publique et à ses salariés. Et ça, c'est une chose très importante parce que les salariés sont, je dirais, très impliqués en fait dans la vie de l'entreprise et dans la gestion de la crise, on l'a réellement ressenti. Quelques informations. On est le second laboratoire indépendant français. On est leader en oncologie. C'est également quelque chose de très important parce que la crise a évidemment, comme je vais vous le dire, touché tous nos systèmes de production et de distribution et ne pas distribuer des produits oncologiques, c'était pas impensable pour nous. On est numéro 2 mondial également en dermocosmétique avec une belle marque qui est connue mondialement, les laboratoires Aven. Et on est évidemment un des plus grands employeurs de Midi-Pyrénées, peut-être de l'Occitanie maintenant. Il y a Airbus, mais il y a Pierre Fabre. Voilà. Et la raison d'être en fait du groupe Pierre Fabre, c'est à chaque fois que nous prenons soin d'une personne, nous rendons le monde meilleur. Donc imaginez, on a été attaqué, on a pris ça de façon, je dirais, difficile et ne pas servir nos patients, servir également nos consommateurs, ça a été quelque chose de difficile pour nous. Et puis un dernier point également que je voudrais citer pour Pierre Fabre, même si on a 13 000 employés partout dans le monde, on distribue dans 140 pays, on a une trentaine de filiales.
on fait beaucoup de Made in France. C'est notre créneau, l'éco-conception, le Made in France. Et en fait, tout notre système de production et de R&D est en France. Et j'en terminerai là, c'est qu'on a une vraie proximité en fait avec les directions générales, les directions business. Et ça également, c'est quelque chose qui est important. Donc on a une entreprise internationale, mais avec une gouvernance, je dirais, très rapprochée et qui est en proximité de ses collaborateurs. Je voulais également continuer, parce que ça également, je pense que c'est important, c'est l'organisation de l'IT, parce que, in fine, qui gère la crise, on va en parler, la mise en place de la cellule de crise, soit un groupe, soit opérationnel. On a une organisation, nous, au sein de la DSI, qui est worldwide. Donc il n'y a pas de rupture, je dirais, en termes de services, en termes de technologie. C'est nous qui donnons les infrastructures, qui donnons les réseaux, qui donnons les services au niveau du end-user support. Et ça, je pense que c'est important. Hein. Ça se passe en France, mais ça se passe à l'international. Et dans l'organisation en fait, de la réponse à incident et dans la reconstruction en fait, de notre système d'information, c'est quand même clé. Voilà, et puis ce que je voulais également rajouter pour la DSI, c'est qu'on a des partenaires en proximité, et ça c'est très important de les avoir, qui maîtrisent en fait quand même les problématiques de crise cyber. Donc je vais en citer quelques-uns parce que je pense que c'est quand même important. Ils ont été là au début et tout le long de la crise. Donc nos infogérants, c'est Thales et Consorente. Et également pour toute la partie NSOC, c'est IMS Network. Et ça a été très important de les avoir. Et on parlera de l'intervention d'OCD ensuite. Voilà. Merci. Alors ma première question, on est dans la nuit du 30 au 31 mars. La crise, l'attaque démarre. Comment ça s'est passé? Comment l'avez-vous détecté? Est-ce que vous étiez sur une crise, finalement, un démarrage progressif? Est-ce que c'était brutal? Non, c'est très brutal. Hein. C'est quasi instantané. Alors, le mode d'intrusion dans le système d'information, c'est un phishing, donc une semaine avant. Je vous parlerai également des services que l'on a. On a un système de phishing également. Donc, même si on fait de la formation et de la sensibilisation, même si il faut le faire évidemment, il faut le marteler, et je vous dirai également ce qu'on prévoit de faire, c'est quasi immédiat. Donc on a été averti par les systèmes de production, hein, de façon assez logique, à 4 heures du matin, que ce soit réseau, que ce soit infrastructure, même, je dirais à l'international, nos utilisateurs. Donc on était sur le pont, même d'un point de vue management, immédiatement, et on a pris les décisions, je dirais, dans les 15-20 minutes qui ont suivi. Voilà. Et les premières décisions que l'on a faites, c'est de tout couper, en fait, de mettre le système d'information et même le groupe Pierre Fabre en lockdown. On a coupé les réseaux, donc que ce soit un réseau Internet, un réseau externe, ça dans la volonté de ne pas impacter nos partenaires, mais également le WAN. Et on a coupé les serveurs dans la foulée. Donc très rapidement, le système d'information était dans le noir. Et ce qui nous restait, ça je peux peut-être le dire maintenant, c'est qu'on avait nos moyens de communication, donc au 365, voilà, et qui nous a permis de communiquer et de gérer la crise ensuite. Voilà. Et alors justement, David, si on fait le parallèle, quand tu interviens, quand les équipes OCD interviennent, le constat c'est quoi? Comment ça se passe? Malheureusement, est-ce qu'on peut tirer une généralité, une globalité, ou chaque finalement intervention est spécifique? Malheureusement, c'est vrai qu'on intervient souvent quand le mal est fait, hein, c'est-à-dire que du coup le SI a été chiffré et souvent les personnes s'en rendent compte au niveau de la disponibilité des serveurs, des différents éléments, où du coup tout a été chiffré et il n'y a plus rien qui fonctionne. Hein, j'ai envie de dire, c'est comme si on trouvait une coquille vide du système d'information où il n'y a plus aucune machine qui répond. L'ensemble des machines ont été chiffrées, donc souvent c'est les équipes qui assurent la supervision de disponibilité qui vont se rendre compte globalement du fait que le SI est par terre. Ils vont commencer à diagnostiquer, comprendre que c'est un chiffrement, une attaque qu'il y a pu avoir. Et malheureusement, c'est assez rare que les signaux faibles, typiquement de ce qu'on peut avoir, hein, typiquement de saturation de bande passante en amont, par exemple pour de l'exfiltration, ou par exemple des systèmes de fichiers qui ont été saturés parce que
On va dire que l'attaquant, souvent, quand même, commet des fautes, mais on n'est pas forcément toujours vigilant au niveau des clients sur ce type de premiers signaux qui peuvent déjà alerter sur le fait qu'il y a un attaquant qui est dans le réseau. Et malheureusement, on n'intervient souvent que sur des cas où, on va dire, le mal est fait. Ouais, exactement. D'accord. Et Sacha, justement, dans la suite, alors, on est dans l'attaque. Vous constatez vos premières décisions, comment vous réagissez, quelles sont les premières mesures que vous prenez, comment vous vous réorganisez ou organisez justement pour s'adapter, pour être agile par rapport à cette attaque. Alors, avant de revenir sur les premières décisions, c'est comment l'entreprise appréhende en fait la cybercriminalité. On a eu des échanges réguliers avec le GODIR au préalable parce qu'on avait également des entreprises en proximité qui avaient été également attaquées. Donc on a avec le GODIR fait une session justement d'anticipation et d'ailleurs on a revu le RACI délégué à l'IT, donc ce qui nous a permis justement de répondre rapidement, parce que répondre et fermer le système d'information, sans donc la validation avait été avant, et j'ai pas eu besoin d'appeler le directeur général pour prendre cette décision, ça a été fait. Donc voilà, même si le directeur général a été averti dans la foulée. Et ça, je pense que c'est très important. Le risque cyber chez nous est le risque numéro 2 du groupe, mais bien avant la crise cyber qu'on a eue le 31. Voilà. Donc le RACI était clé. Les équipes savaient ce qu'ils avaient à faire. Donc les premières décisions, comme je l'ai dit, c'était assez rapide. Voilà. Ensuite, je dirais que dans la manière de s'organiser également, on a l'habitude de gérer les incidents au niveau des organisations IT. Donc les rôles et responsabilités sont assez clairs. Donc la création de la cellule de crise, je dirais opérationnelle, n'a pas posé de problème. Et puis on a monté également une cellule de crise groupe dans la foulée. Okay. Le sujet, la vraie décision, c'est que même si on avait des partenaires en proximité qui peuvent gérer justement les réponses à incidents, je pense par exemple à Thales qui a une offre sur le sujet, il m'a semblé important d'avoir un acteur, je dirais, indépendant, entre guillemets, de notre écosystème, et très rapidement. Donc je crois que les premiers échanges avec OCD, c'est le 31 dans l'après-midi, et je crois que la décision de partir avec OCD, ça a été dans la soirée, c'est-à-dire que le 1er avril, OCD était notre partenaire dans la gestion de réponse à incidents, et d'ailleurs, comme les autres partenaires, je les en remercie grandement. Merci. David, alors on voit... Le laboratoire Pierre Fabre est une grande entreprise. Comment ça se passe justement pour les autres types d'entreprises sur lesquelles tu interviens? Est-ce que la taille de l'entreprise, son organisation joue-t-elle justement sur la capacité à réagir, à se préparer, etc. Est-ce que les moyens sont adaptés? Effectivement, quand on est dans une grande entreprise, en général, on a commencé à travailler sur les problématiques de continuité d'activité, commencer à formaliser un peu les process justement de crise, et plus on va adresser des comptes qui sont de taille plus intermédiaire, globalement, quand on a les clients au bout du téléphone qui viennent de voir qu'ils se sont fait chiffrer, on va dire que du coup on tombe assez vite sur le directeur des systèmes d'information ou le DAF, et globalement il y a plutôt on va dire un vent de panique. On commence à expliquer les problématiques, voire du coup potentiellement qu'il y a eu de l'exfiltration. Donc on va dire qu'il y a encore, malgré le fait qu'il y a pas mal de communication, pas mal d'entreprises de taille intermédiaire qui globalement ne sont pas prêtes et ne sont pas organisées pour faire face à ce type de menaces, malheureusement. Et donc dans ces cas-là, j'imagine que l'intervention est complexe. C'est ça, il y a de la pédagogie à faire, expliquer, et souvent les entreprises pensent qu'ils vont repartir rapidement, on va dire en un claquement de doigts, on va restaurer tous les éléments, et c'est là où on va commencer à leur expliquer que la route va être longue, et c'est pas malheureusement une simple attaque où on va repartir du coup dans la semaine à venir, quoi. Sacha, ma question suivante, c'est, on est toujours dans la progression justement de cette attaque. Vous réagissez, vous restructurez, vous mettez en place, vous prenez vos décisions face aux constats qui ont été faits, etc. Vous commencez justement à vous poser la question, comment je repars, comment je reconstruis, comment
je sécurise mon système d'information. Quelles ont été les actions, justement, quelles ont été les réflexions que vous avez menées pour justement mettre en place ces chantiers? Pour rebondir sur ce que dit David, déjà, c'est que je voudrais remercier quand même l'ensemble de l'entreprise, et en particulier les leaders business, la direction générale. Ils ont été d'un support incroyable. Je crois que toute l'entreprise était derrière nous. Et ça, c'est aussi important. Il n'y a pas eu de mauvaise pression. Il y avait une pression, évidemment, comme je vous l'ai dit, qui était de rendre le service très rapidement pour les patients, pour les consommateurs, pour nos collaborateurs. Et ça, c'était important pour nous. Mais cette reconstruction, et on le savait que ça allait être long, la direction générale donc l'a suivi quasiment au day-to-day, mais sans mauvaise pression. Donc, même si, je dirais, on a un processus de gestion de crise, etc., on n'est pas forcément préparé à ce type d'attaque. Le premier jour, c'est qu'est-ce qu'on va faire et quelle stratégie on va appliquer. Donc, on a eu énormément d'échanges avec OCD, déjà. On a confronté nos points de vue avec l'ANSSI, avec les assureurs, donc dans le temps, qui a confirmé en fait notre direction. Et en fait, tout simplement, on n'a pas nettoyé notre système d'information, on l'a reconstruit dans sa globalité. Alors, reconstruire le système d'information, vous imaginez, Pierre Fabre, c'est plus de 300 applications, c'est un système d'information complexe avec des ERP, etc., beaucoup de soft. Donc c'est une prise de décision qui est même forte. Et donc notre volonté, ça a été vraiment de privilégier plutôt que la vitesse, même si on pense qu'on a été raisonnable en termes de vitesse, on a voulu que ça soit safe pour le groupe. Voilà. Donc, tout simplement, je vais vous donner quelques éléments et notamment, on a reconstruit le socle d'infrastructure, donc l'Active Directory, les réseaux. On a mis un réseau parallèle, je vous expliquerai pourquoi. Et puis également tous les éléments d'infrastructure qu'on appelait socle zéro. Et on a vu très rapidement avec le CODIR quelles étaient les priorités business. Comme je l'ai dit, en remontant toute la chaîne de valeur du patient consommateur jusqu'à la R&D, donc très clairement la livraison, la production, la conception et le développement. Donc ça s'est fait dans cette phase-là. Voilà. Ouais, donc une forte présence des business justement pour être capable de séquencer, savoir quoi redémarrer. Alors c'est déjà dans les prises de décision, oui. C'était les leaders business, on les avait évidemment dans toutes les réunions majeures. Mais nous, en interne, on s'est organisé de cette façon-là. Et pour répondre à vos questions, il y a un stream qui était dédié à ce qu'on appelait le business app et à la reconstruction en fait, des applications. Donc on a eu un stream gouvernance, dont gestion de crise opérationnelle, lien avec la cellule de crise groupe, dans lequel on a intégré évidemment la RH, la communication, les leaders business. Ce stream gouvernance, évidemment, pilotait l'ensemble des streams. Donc, on a eu un stream infra, un stream restauration, parce qu'on a tout restauré, même si les environnements n'étaient pas infectés, chiffrés, on a restauré. On a eu un stream end-user, poste de travail, un stream international, et puis un stream business app. Et dans le business app, évidemment, on a monté tous les cut-over plans des applications. Et à chaque étape de remontée du système d'information, on a eu des go-no-go avec les leaders business. Donc, en fait, toute l'entreprise était en proximité. Alors, ça n'a pas été facile, ce que je vous raconte. C'est quand même beaucoup d'événements. Mais moi, je trouve que, globalement, voilà, ça s'est passé correctement et les métiers étaient présents avec nous, aussi bien dans les difficultés que dans les décisions. Voilà. Et vous disiez tout à l'heure que vous aviez monté un réseau en parallèle, donc vous êtes toujours dans cette phase de reconstruction. Alors, comment on a repris la main sur le SI Tout d'abord, lockdown. Donc, on a fait rentrer d'abord nos infogérants sous des conditions évidemment sécurisées. On a monté un réseau parallèle qu'on a appelé zone de confiance, où on a commencé à faire rentrer nos experts avec évidemment des postes de travail qui étaient avec
des conditions, des standards de sécurité durcis. Et nos experts ont remonté un à un les serveurs avec nos infogérants à partir de backup de la veille qui était safe. Et on a passé les différentes étapes petit à petit pour remonter l'ensemble des serveurs. Alors imaginez, quand on n'est pas dans les solutions SaaS, on a 300 applications, vous multipliez par le nombre de serveurs, donc la charge a été énorme. Ça, c'est uniquement pour, évidemment, mettre up les applications. Après, c'est accéder à ces applications. Et là, ça devient très compliqué. Donc, nous, ce qu'on a décidé, c'est qu'on laissait tout le monde en dehors de l'entreprise. Donc, personne n'était sur site. Et les premiers utilisateurs, encore avec des conditions de sécurité au niveau du poste de travail qui ont été durcis, rentraient dans le système d'information grâce à un VPN qu'on avait reconstruit. Donc, l'étape d'après, c'est nettoyer les LAN, déconnecter tous les automates parce qu'il y en a en R&D, en industrie, et une fois que tout ça est OK, on a ouvert le WAN et on a ouvert Internet. Donc en appliquant évidemment des règles un peu plus importantes, notamment dans la matrice de flux, et on a fait ce qu'on appelle la segmentation nord-sud. Voilà. Et vous parliez de reconstruction de données, de sauvegarde. Est-ce que vos données, justement, est-ce que vos sauvegardes avaient été également corrompues, partiellement, ou est-ce que vous étiez... Je dirais... à peu près... Voilà, est-ce que vous étiez... Non, au 30, c'était OK. Donc on a eu 0,5% de sauvegarde impactée, et sur des environnements qui étaient non critiques. Non critiques. Voilà. Donc sur ce point-là, c'est pour ça. Et en plus, dans notre décision, on aurait pu dire à un moment donné, alors ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'on a été touché sur les environnements Windows et pas sur les autres technologies. On aurait pu très bien redémarrer, par exemple, un ERP S4HANA très rapidement. Ça n'a pas été notre souhait. Ça a été vraiment de nous assurer. On a fait un backup, on a implémenté l'EDR, on a fait les sanity checks, et une fois que c'était tout OK, on a mis les serveurs en production. Donc c'est une vraie reconstruction du système d'information. Et ça, je vous verrai dans la timeline. Bon, autant on a l'habitude de mettre en place des ERP, de faire des cutovers, mettre en place par exemple un ERP dans une usine, et on sait que le cutover, ça peut prendre 2 jours. Reconstruire un socle technique, on l'avait from scratch, on l'avait jamais fait. Enfin, de façon individuelle, mais pas à cette échelle-là. Donc, ce sujet a été le sujet je dirais, de stress le plus important. Et heureusement, vous verrez qu'on a réussi à reconstruire très rapidement ce socle technique en 7 jours. Et je crois que ça a été la première des victoires. Et ça a donné aussi confiance à l'ensemble de l'équipe de crise, mais également à la direction générale. Donc on a pu ensuite enchaîner avec les applications métiers. Voilà. David, là on parle de reconstruction. Est-ce que justement dans les interventions que tu as pu suivre, systématiquement on était face à de la reconstruction? Est-ce qu'il y a eu des alternatives, d'autres solutions qui se sont présentées? Tout dépend, c'est-à-dire que du coup, il y a des cas où quand le client effectivement n'a plus du tout de sauvegarde, là du coup, comme je disais, on n'a plus de serveur, on n'a plus rien, et en plus, on n'a même plus ces données, on ne sait pas quoi restaurer, et là, limite, on part vraiment sur un SI tout propre, et du coup, là, des questions de stratégie se posent. On évoquait le cas d'O365 pour des petites structures. Il y a peut-être des choix d'évolution qu'on n'aurait pas forcément fait dans une phase, on va dire, de production. Par contre, là, on repart pratiquement d'une feuille vierge. Et donc, du coup, la stratégie de reconstruction va être différente si on a ou pas les sauvegardes en fonction des éléments et des évolutions qu'on avait en tête potentiellement pour le système d'information. Donc, la stratégie va toujours évoluer. Dans le cas où on a ces sauvegardes, forcément, le but, c'est de repartir le plus vite possible et donc de pas forcément se précipiter comme Sacha l'a évoqué, c'est-à-dire de reconstruire justement ce qu'on appelle un cœur de confiance, où l'objectif, ça va être de partir sur des bases saines pour justement éviter de se faire recompromettre. Et donc, du coup, la vérification des postes de travail et des serveurs, qu'il n'y ait pas de point de persistance que l'attaquant va laisser, parce qu'on voit quand même qu'il y a on va dire, les attaquants élèvent de plus en plus leur niveau, et donc c'est important justement de s'assurer avec l'EDR ou d'autres solutions, justement que le système d'information, même après restauration, n'a pas de point de persistance qui permettrait à l'attaquant de pouvoir revenir. Alors Sacha, là on parle de confiance. Comment avez-vous redonné confiance à vos utilisateurs ?
Donc on a fait des communications, hein, des directions générales, des communications groupes, hein, en leur expliquant ce qu'on allait faire, et en particulier pour leur poste de travail. Donc on a monté une procédure de sanity check qu'on a fait d'ailleurs valider par Orange Cyberdéfense. Bon, le sanity check, c'était assez simple, hein. On a réinitié tous les mots de passe, on a télédistribué des derniers patchs OS, des règles antivirales. On a surtout implémenter l'EDR, je ne donnerai pas le nom, mais l'EDR avec le SOC OCD, et également une nouvelle version du VPN. Voilà. Et on a fait un check de tous ces items, et si ces items étaient OK, on leur disait vous pouvez rentrer dans le système d'information. Ça a été long. Il y a eu une priorisation également dans les collaborateurs, hein. C'est évident. Ça a duré, mais je pense qu'ils ont été compréhensifs, hein, sur Et collaboratif. Et collaboratifs. Et puis, évidemment, quand on n'était pas en capacité de télédistribuer, on a créé des kiosques pour accélérer ce processus-là. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, chez Pierre Fabre, il n'y a pas un serveur, quelle que soit la technologie, ou je dirais un poste de travail qui n'a pas l'EDR, pardon. Et ça, c'est un élément important. Voilà, donc voilà comment on a redonné confiance aux utilisateurs. D'accord. Quel a été l'impact sur vos activités? Comment, justement, vous disiez tout à l'heure que les métiers étaient fortement impliqués, collaboratifs, et travailler avec vous dans les différentes cellules de crise. Quel a été justement l'impact et comment vous avez pu gérer ces priorités, gérer le phasing de reconstruction? Quels étaient les enjeux derrière, en fait? Comme je vous ai dit, au 31 mars, As I was saying, on the 30th. De communication, quelques solutions offline, non connectées à notre SI étaient up. Donc en fait, tous les processus de l'entreprise étaient impactés. Donc faut savoir qu'on a des PCA, des PRA. Un des premiers, je dirais, ce qu'on a souhaité, c'est la distribution en fait de nos produits onco de manière manuelle, mais ça dure un temps, hein. Ça peut pas durer plus que de 15 jours parce qu'on a une manque de visibilité sur la gestion des stocks, etc. Et puis sur la production, ça c'est évident. Donc ce qu'on a demandé à la direction générale, c'était quelles étaient les priorités, comme je vous l'ai dit. Et voilà je peux vous dire très clairement, hein. Au bout de 7 jours, l'infra a été montée. On a commencé à faire rentrer des utilisateurs. Au bout de 15 jours, la distribution de nos produits France, internationale, dermocosmétiques, médicaments était up. Et ça, c'était la priorité. Au bout de 3 semaines, les ERP, un processus hors usine, je dis bien hors usine, étaient up, France et international. 4 semaines, on a commencé à ouvrir les usines avec un ramp-up. Parce que imaginez, dans une usine, il y a du SI, je dirais, maîtrisé par une DSI, puis il y a du SI automate, de l'IoT, etc. C'est un peu plus complexe. Donc il y a un ramp-up de tout ça. Et les premières usines ont commencé à produire je dirais 1 mois après. Et là, une usine dans sa globalité, c'est quasiment 1 mois pour redémarrer. Voilà. Ensuite, au bout de 6 semaines, on a pensé à la R&D. Donc imaginez que la complexité d'échange avec quand même une fonction importante de l'entreprise et de leur dire vous n'êtes pas prioritaire. Heureusement qu'on avait quand même la direction générale derrière nous. Voilà. Et puis, je dirais, au bout de 8 semaines, on avait un SI intégré, fonctionnel, avec évidemment des incidents liés à la crise cyber, mais globalement, l'ensemble de l'entreprise avait ses outils au bout de 8 semaines. Voilà, donc il faut savoir que derrière, c'est des moyens énormes. Ouais. J'en ai pas parlé, mais c'est l'ensemble de la DSI étendue. On a été chercher même des anciens collaborateurs dans les métiers. On a piloté évidemment les fournisseurs. On leur a demandé d'être scalables. Donc, si vous avez des sociétés de taille moyenne, ça peut être compliqué, mais ils ont tous joué le jeu. Et puis il y a les métiers. Donc, je ne peux pas vous dire le nombre de personnes, mais ça peut aller jusqu'à 1000 personnes pour ce type de situation et recouvrir, je dirais, les processus et les fonctions de l'entreprise. Voilà.
Alors, David, si on se projette par rapport à tes interventions en termes de plan de continuité d'activité, plan de reprise, qu'est-ce que tu constates? Est-ce que les entreprises sont préparées? On parlait de la taille tout à l'heure, hein. Justement. Est-ce que les entreprises sont préparées? Est-ce qu'elles testent? Et est-ce que finalement, les plans de continuité, les plans de secours informatique sont in fine adaptés à la menace cyber? Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça? Malheureusement, je vais te répondre non. C'est-à-dire que du coup, quand on intervient, souvent les gens vont effectivement dire qu'ils ont prévu dans leur PRA la problématique de destruction du data center avec des secours sur un autre site. La problématique, c'est qu'on n'est pas dans ce scénario-là. C'est plutôt un attaquant qui va opérer dans le réseau. Et du coup, comme souvent, ces environnements-là de secours sont également du coup connectés au réseau et souvent dans le même domaine Active Directory. Du coup, quand l'attaquant va lancer le chiffrement, tout simplement, il va du coup chiffrer à la fois l'environnement de secours. Donc ça, souvent, les entreprises pensent qu'ils vont pouvoir repartir rapidement à travers cet environnement-là. Et au final, du coup, malheureusement, il est complètement indisponible. Ouais. Et c'est plus ou moins la même problématique sur les sauvegardes. C'est-à-dire, du coup, une sauvegarde qui est toujours en ligne. On voit très clairement, lors des analyses forensiques que l'équipe du coup, de réponse à incident fait chez nous, l'attaquant va parfois cibler explicitement les systèmes de sauvegarde pour aller détruire les supports qui sont connectés. Donc toujours avoir une sauvegarde offline pour permettre de pouvoir restaurer à partir de rien, quoi. D'accord. Plusieurs mois ont passé, Sacha, depuis cette attaque. Où en êtes-vous aujourd'hui? Où en est Pierre Fabre? Est-ce que vous êtes revenu à une production nominale? Est-ce qu'il y a encore des choses qui restent à faire? Avez-vous lancé des rétextes? Comment justement arrivez-vous à capitaliser par rapport à cette crise que vous venez de subir? Quelle est votre démarche? Alors, d'abord, d'un point de vue entreprise, on a rattrapé tout le retard et on remercie nos collaborateurs évidemment de la production, distribution. Ils ont fait un travail incroyable, je crois, cet été notamment. Donc, je veux dire, on n'a plus de retard, on a peu de retard et peu de rupture. Donc ça, c'est important. Sur le système d'information, je dirais que on a un niveau d'incidentologie aujourd'hui qui est équivalent à ce qu'on avait avant. Voilà. On a une chose qui est importante aussi, que je ne vous ai pas dit, c'est 2 mois l'ensemble des SI qui sont remontés, mais un SI, c'est pas qu'un environnement de prod, puisqu'il faut qu'on vive également avec les environnements de hors prod, notamment pour la maintenance, pour les projets. Donc là, on est en train de finaliser en fait la remontée de l'ensemble des environnements. Donc, vous voyez, septembre, c'est terminé. Donc ça fait 5 ou 6 mois derrière. Mais bon, je pense que la priorité était d'abord aux environnements de prod. Donc voilà, donc ça c'est l'état où on en est. Ensuite, évidemment, c'est l'heure de l'analyse, c'est l'heure de la compréhension, des plans d'action. Il y a des impacts, évidemment, je dirais, sur nos infras, des impacts organisationnels. Bon voilà, donc on est en plein, je dirais, retour d'expérience, mais au sein de la DSI, mais également au sein du groupe. Moi, ce que je voulais juste rajouter, c'est que on a appris beaucoup durant cette crise. On a fait un schéma directeur en 2018 avec une grande société sur la SSI, etc. Donc on avait un plan, on avait des projets en cours. Ça nous remet quand même les priorités au bon endroit. Et moi, je voudrais juste en donner 3. Donc la première chose, c'est protéger. Et chez Pierre Fabre, on pensait que la protection périmétrique était la plus importante. On s'aperçoit qu'on peut à un moment donné rentrer dans le système d'information. Et ce qui nous semble important maintenant, c'est de segmenter. En fait, segmenter, et on avait commencé à segmenter, pas suffisamment. Voilà, et on espère très rapidement être segmenté. Alors quand on parle de segmentation, c'est quasiment un VLAN par application. Je ne dirais pas de cette manière-là, mais je le schématise. C'est difficile à exploiter, mais c'est sûr d'un point de vue, je dirais, propagation du virus. Voilà, donc ça c'est le premier point, et c'est ce qu'on va mettre en place. Le deuxième point, c'est la détection.
Je pense qu'on n'était pas suffisamment armé pour la détection. Donc le 23, l'attaquant est entré et le 31, il a agi. Donc il a fait des choses quand même dans le système d'information. Voilà, même si on avait un plan justement d'augmentation de ces détections, c'était pas suffisant. Donc on l'a renforcé durant la crise cyber. Donc on a mis en place l'EDR, on a mis en place un XDR aussi, on a un puits de log. On a également sécurisé notre Active Directory avec une solution qui est présente au FIC. Je ne la nommerai pas, mais peut-être individuellement, si vous me posez la question, je vous le dirai. Et tout ça opéré par un microsoc qu'opère OCD. Voilà, donc ça, c'est sur la partie protection. Donc on est beaucoup plus armé aujourd'hui qu'on l'était il y a 6 mois. Et puis le troisième point, un peu sur la partie détection, pardon. Et sur le troisième point, c'est la sensibilisation. Voilà, donc on avait l'habitude de faire des campagnes du phishing tous les mois, donc avec des bons indicateurs. Et puis je dois dire, les collaborateurs participaient. Donc ils pouvaient, alors soit ils se faisaient ficher, soit ils déclaraient que c'était un phishing. Donc on avait des bons indicateurs. Donc c'est pas suffisant. Donc avec le groupe, on a décidé deux choses. La première chose, c'est de rappeler ce qui nous est arrivé. Donc on va avoir un kit, je dirais, de communication très clair sur la partie phishing, et aussi, je dirais, un kit manager. Et on va demander à chaque manager de rappeler les rôles et responsabilités des collaborateurs dans l'usage notamment d'O365. Et puis le deuxième point, on avait prêt un parcours de sensibilisation faite par l'université Pierre Fabre et qui devait débuter, et c'est également quelque chose que l'on veut. Donc ça, c'est pas uniquement le phishing, hein, c'est la protection des données personnelles, c'est plein de choses. Et ça, c'est quelque chose qu'on veut également mettre en place, hein, qu'on voulait mettre en place et qui va avoir lieu dans les semaines qui vont arriver. Donc je pense que l'entreprise a bien compris, c'est ce qu'est une crise cyber. N'empêche que dès qu'on tourne un peu le dos, il y a peut-être des pratiques pas toujours bien de nos collaborateurs, donc il faut qu'on les rappelle. Donc on va renforcer cette partie sensibilisation. Voilà. Et justement, David, en termes de retour d'expérience, là on voit que chez Pierre Fabre, il y a quelque chose de fort qui s'est mis en place avec une vraie volonté de capitalisation. C'est quelque chose que tu retrouves ou bien la crise est passée et puis finalement on passe à autre chose? Souvent, ils sont tendance à être rattrapés par les problématiques du commun, où justement les utilisateurs vont pouvoir accéder à leurs applications, arriver à restaurer rapidement le système. Et c'est vrai que du coup, l'étape de capitaliser, définir la trajectoire, tous les projets de sécurité qu'il va falloir arriver à mettre en place, souvent, faut qu'on les accompagne aussi à bien structurer ces éléments-là et définir du coup tous les éléments qu'il va falloir qu'ils mettent en place, à la fois technologiques, mais aussi en termes de process derrière, pour éviter que ça se reproduise. Et souvent, ils ont tendance à malheureusement trop vite passer autre chose. On va dire à l'étape suivante de remettre en place le système, quoi. Ouais. Alors justement, on arrive... on est après la crise finalement, on capitalise, et après la crise, c'est aussi avant la prochaine crise. Et dans l'avant de la prochaine crise, je vais m'adresser à Dominique. Justement, comment tu vois les choses? Qu'est-ce qu'on fait justement, alors plus particulièrement chez OCD, mais quelle est un petit peu l'approche qu'on pourrait adopter pour préparer les entreprises, les organisations à être davantage résilientes et mieux armées? Tout à fait. Même si, on le sait, il n'y a pas de solution miracle. Il n'y a pas de solution miracle, comme tu dis, Marc. C'est vrai que, alors, on a décidé en effet de proposer à l'ensemble de nos clients ce qu'on appelle désormais chez nous le plan de défense cyber en l'occurrence, qui est finalement le maillon opérationnel de la gestion de crise cyber, pour aider à mieux se préparer à ces situations qui sont, malgré les moyens dont on dispose, malgré les moyens de détection et de prévention, on peut faire face à des situations très compliquées, comme l'a vécu Sacha chez Pierre Fabre. Donc, ce qu'on propose, nous, sur ce sujet, en effet, c'est le constat qu'on fait, hein, c'est que les systèmes d'information, jusqu'à présent, ont été conçus
pour faire face à de la tolérance de panne, c'est-à-dire gérer de l'incident, continuer à être en production, même si une panne survient ou même si un désastre physique survient. On a mis en place des PRA, des PCA, et heureusement que vous les aviez chez vous, parce que vous avez déjà cette culture de la sensibilisation de comment reprendre, c'était déjà diffusé. Et cette notion finalement de défense cyber, parce que le milieu a changé, le système d'information doit désormais évoluer et être en production dans un milieu hostile, finalement. On voit ce niveau d'hostilité tel qu'il s'est exprimé dans le cadre de cette attaque. C'est quelque chose d'assez fondamental et qui rebat les cartes. Le SI n'est pas designé à l'heure actuelle chez tous nos clients pour faire face, et les organisations non plus, pour faire face à cette hostilité du contexte. Donc, quand on dit plan de défense, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, on l'a évoqué tout à l'heure, c'est que PRA, PCA, tous ces outils qui sont habituellement proposés et qui existent sont vulnérables à l'attaque cyber. Ils n'ont pas été designés, conçus au niveau de leur cahier des charges pour prendre en compte une attaque cyber. Donc oui, en effet, une seconde salle peut partir, peut être attaquée, compromise en même temps que la salle principale, notamment les salles de secours, les moyens de réplication de données, voire les sauvegardes. Donc ce que l'on dit, c'est qu'on a pu travailler, il y a encore 20 ans ou 25 ans en arrière, on commençait à mettre en œuvre des plans qu'on va appeler des PRA informatiques. Là, ce qu'on dit, c'est que pourquoi pas travailler sur également les bonnes pratiques et les mesures à mettre en œuvre pour cette défense cyber. Et comme on l'évoquait tout à l'heure, le sujet, c'est qu'on a perdu confiance dans le système d'information. On sait le restaurer, on avait les sauvegardes, ça prend du temps, mais on sait le restaurer, mais on va restaurer un système vulnérable à l'attaquant. Donc, travailler la défense, c'est mieux détecter, mieux prévenir, bien sûr, mieux détecter et surtout mieux réagir pour limiter les impacts et les conséquences métiers. Et donc là, en effet, on doit s'organiser pour travailler ce sujet-là. Justement, c'était ma question. Comment s'organiser, comment mettre en place ces plans de défense ? Je vais résumer ce qu'on a dit en trois sujets. Le premier, c'est qu'on est convaincu chez OCD qu'il faut absolument trois slots à couvrir, il y a 3 thématiques à couvrir pour être prêt. D'accord ? Il y a d'abord le plan de gestion de crise, c'est-à-dire donner le bon niveau de gouvernance aux bonnes personnes pour avoir normalement le bon niveau de décision et créer un contexte favorable pour la résolution de crise, donc de la gouvernance de cette gestion de crise. Mais il faut son pendant opérationnel, le plan de défense. Qu'est-ce qu'on va faire ? Quelles sont les mesures d'urgence ? Quelles sont les mesures conservatoires ? Comment je vais faire un état des lieux, une levée de doute, un sanity check ? Comment je vais récupérer mes postes de travail qui sont dans la nature ? Comment je vais restaurer, etc., etc. Ça, c'est le plan de défense avec les différentes procédures et stratégies qu'on pourra anticiper. Et puis le troisième point, qui a été crucial dans le cas de Pierre Fabre, c'est en effet la continuité métier. Sans la mobilisation des métiers pour redémarrer les ERP, les usines, etc., la DSI seule ne peut pas s'en sortir. Donc c'est en effet un sport d'équipe qui va adjoindre des couches gouvernance, réunir les bonnes personnes, des couches opérationnelles, et là il faut sûrement revoir la capacité à faire aussi avec les prestataires, les fournisseurs, les experts en cybersécurité pour traiter ce plan de défense et ce plan de remédiation. Et puis enfin les métiers qui ont leur carte à jouer pour qu'on puisse faire persister certains métiers, le réassort de certains médicaments, etc., etc., pendant le blackout et le confinement, le fameux lockdown dont on parlait tout à l'heure. Mais je crois qu'on le voit avec David notamment, mais une crise cyber n'est pas que cyber, pour le coup, ça concerne l'ensemble de l'entreprise, et l'erreur est justement de se focaliser sur la partie IT sans... La crise cyber n'existe pas. Voilà. Elle est d'origine cyber, mais c'est une crise métier, c'est une crise business, et elle va finalement emporter avec elle l'ensemble des métiers. Voilà. Donc, ce que l'on dit, c'est que par rapport aux besoins là, qui étaient assez essentiels, c'est en effet de pouvoir anticiper une organisation, d'avoir un dispositif opérationnel de défense, d'accord, qu'on puisse tester et régulièrement mettre à jour. C'est vrai que si on s'est confronté à un moment donné à la reconstruction complète d'un ERP dans un contexte compliqué où on n'a plus confiance dans le SI, on prend un bac à sable, on restaure son ERP, et puis ensuite on va voir comment on va le toiletter, le durcir, et puis le resoumettre à nouveau au métier pour qu'il puisse faire des tests de non-régression, par exemple. Et bien ça, c'est une opération qui se prépare et qui nécessite en effet un travail en amont, au même titre qu'un PRA se préparait ou continue de se préparer actuellement avec des salles de secours. Voilà. C'est un ensemble d'éléments qui nous permettent de dire que
c'est possible de travailler ces sujets à la limite près qu'on doit travailler ce critère de confiance. Voilà. Sur le slide suivant, on évoque du coup les objectifs de ce plan de défense. Donc, les objectifs, bien entendu, c'est de pouvoir réagir rapidement, c'est de pouvoir donc détecter et réagir rapidement avec un ensemble de mesures que vous pouvez imaginer aisément. On a parlé de couper les réseaux, isoler des sites, couper Internet. Est-ce qu'on a réfléchi à un moment ou à un autre à cette opération, au mode opératoire, au bouton rouge, qui nous permettrait, dans des temps très courts, des temps de crise, de réaliser cette opération? Donc vous l'aviez déjà réalisé en très grande partie côté Pierre Fabre, c'est très loin d'être le cas chez de nombreux clients. Oui. Donc c'est un sujet, en effet, où on se confronte à la réalité et on doit aborder l'angle de vue sur le système d'information d'une manière un peu non conventionnelle. On n'est pas sur de l'incident, on est sur de la crise, dans un contexte hostile. Et c'est assez, ça désarçonne un petit peu les équipes et ça pose énormément de questions. On arrive au terme là du temps qui nous est imparti, on va devoir interrompre. Ce qui est important, je crois, aussi, et ça va reboucler avec ce que disait Sacha et puis ce que vient de dire Dominique, l'humain reste important et très important dans la gestion d'une crise cyber. On a beau avoir tous les dispositifs techniques, organisationnels, procéduraux qui vont bien, qui sont en place, qui sont testés ou pas testés, ça dépend de tout un chacun. L'humain reste quand même la dernière, je dirais, le dernier rempart et la meilleure façon de redémarrer. Donc vous avez raison quand vous disiez former, sensibiliser, accompagner les gens. C'est important parce que c'est aussi ça qui permettra demain d'être plus fort face à une crise et plus fort pour être en capacité de redémarrer. Voilà, on arrive au terme de cette conférence. Je voulais remercier Sacha pour cette présentation extrêmement intéressante et puis David et Dominique pour les témoignages qu'ils ont pu faire. Merci à vous. Merci à vous. Si vous avez des questions, on a au bout du temps qui vous est imparti, donc on pourra vous répondre à l'extérieur de la salle. Voilà. On est à votre disposition. Merci à tous. Merci. Au revoir. Bonne journée.